Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Zone d'ombre. L'Aiglon Collège fait partie de la crème des écoles privées de ce pays. C'est même une des écoles les plus chics du monde. Et c'est dans ce contexte que se produit en mars 2000 une histoire sordide, le viol de 3 étudiantes. L'affaire fait l'effet d'une bombe. La presse internationale s'en empare et la police va mettre le paquet. Lorsqu'elle arrête un suspect des années plus tard, elle réalise qu'elle vient de neutraliser un des plus grands prédateurs sexuels de ce pays. Le rappel des faits avec Muriel Siki et Wilfred Rebeté. Il est 5 h du matin ce vendredi 17 mars 2000. Un inconnu grimpe sur le toit d'un des bâtiments de l'Aiglon Collège à Villars. Il profite d'une fenêtre ouverte et pénètre à l'intérieur. Il se trouve dans une des écoles privées les plus sélectes et réputées dans le monde. Il se dirige dans une chambre au 2e étage. Il s'est introduit dans la chambre occupée par les 3 victimes, toutes 3 âgées d'un peu moins de 15 ans. Il y a une forte odeur. Avant d'agresser les filles, l'inconnu verse du trichloréthylène dans la chambre et sur les lits. Un solvant qui agit comme une sorte d'anesthésiant. Une des filles se réveille et entend des bruits bizarres. Son pyjama est baissé et un homme est en train de regarder entre ses jambes. L'effet du trichloréthylène est trop fort, elle se rendort. Sur les 3 victimes, l'une d'entre elles ne se souvient de rien. Visiblement, elle est restée endormie ou inconsciente durant toute la nuit. Par contre, les 2 autres victimes se souviennent s'être réveillées, avoir vu une présence, vraisemblablement un homme dans leur chambre, qu'elles se sont rendormies, qu'elles se sont de nouveau réveillées et qu'à un moment donné, une des victimes a même crié quand elle a constaté que cet homme était couché sur elle. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris la fuite et qu'elles ont pu donner l'alarme. Elles se rendent immédiatement dans la chambre des surveillants du dortoir et racontent une histoire qui semble incroyable. Un des surveillants court dans le dortoir et aperçoit un homme qui s'enfuit. Il appelle la police. Elles décrivent un homme plutôt âgé, de corpulence mince, voire maigre, qui n'était pas très soigné. Et cette description, elle est enregistrée, mais elle ne donne pas de résultat au départ. C'était un événement choquant. Les jeunes filles étaient certainement choquées, traumatisées, peut-être même près de l'hystérie. Les 3 jeunes filles sont prises en charge et emmenées au CHUV pour un examen médical. L'analyse a démontré que sur les 3 victimes, on avait retrouvé des traces de sperme qui provenaient d'une seule et même personne. Il y a eu pénétration et c'est les premiers éléments qui sont extrêmement importants dans le cadre de cette enquête. Dans la chambre des jeunes filles, la police trouve un bonnet et plusieurs cheveux. Après analyse, on s'aperçoit que c'est le même profil ADN que pour les traces de sperme qui ont été relevées sur les victimes et sur leur lit. Lors de l'audition avec la police, le surveillant raconte un événement troublant. Ce n'est pas la première fois qu'un homme tente de s'introduire dans le collège. Le 7 décembre, environ une semaine avant la fin du trimestre, une personne a été vue autour du bâtiment en question, etc., par le surveillant permanent. Il est descendu pour voir de quoi il s'agissait. Ce que cette personne faisait, il l'a rencontré dans le parking, il lui a demandé son nom, et la personne n'a pas répondu et est partie. Pour la réputation du collège, cette agression tombe au plus mauvais moment. Béatrice, la fille aînée du prince Andrew, est inscrite pour la rentrée. Mais tout est remis en question. Cette histoire fascine la presse internationale qui arrive en masse à Villars. Une pression que la direction du collège a du mal à gérer.
C'était particulièrement difficile parce que j'avais un peu le bras tordu par la police. Je ne devrais pas donner les faits parce que personne ne connaissait les faits. Alors c'était un stress, oui. Le doyen de l'école nous a consigné de ne pas parler aux journalistes, ni de parler aux policiers. Et si jamais on se faisait poser des questions, de les référer à l'administration de l'école. Extrêmement préoccupée par son image, la direction du collège va même jusqu'à nier qu'il y a eu viol. Mais la police parle d'actes sexuels. Il n'y a aucune preuve qu'il y a eu même attouchement. Les semaines passent et l'enquête piétine. Les rumeurs les plus folles circulent autour de l'agression, y compris autour du témoignage des victimes. Il y a bien entendu l'agression à caractère sexuel d'une personne externe, mais il en a très bien pu être aussi confronté à une situation de relation intime consentie, mais interdite par le règlement du collège, et donc une situation que les victimes auraient éventuellement voulu cacher. Une des théories, c'était plutôt l'élève. On pensait peut-être qu'il y avait une fête dans une des chambres. Et puis, pour pas se faire punir, elles avaient inventé une histoire. Ça, c'était une des histoires qui courait. Oui, il y avait une certaine tension sur tout ça. Mais le grand problème, c'est que ça a duré. J'ai essayé de décourager les rumeurs parmi les élèves, mais c'est impossible en fait. Tout le monde parle. La justice déclenche alors une opération sans précédent. Elle ordonne des prélèvements systématiques d'ADN sur tout le personnel masculin, ainsi que sur les élèves masculins âgés de plus de 14 ans, du jamais vu dans le canton de Vaud. C'est plus de 170 personnes qu'on a contactées pour faire une comparaison entre le profil ADN retrouvé sur les lieux et le profil ADN de ces personnes. C'était bizarre. On a eu les tests ADN dans la salle à manger. Ils sont venus faire prélever de la salive. Tous les résultats étaient négatifs. C'était un peu un soulagement, je suppose. Comme directeur à ce moment-là, ça aurait été vraiment un désastre si ça avait été un professeur, par exemple. 170 personnes testées, toutes disculpées. 5 mois après l'agression, il n'y a aucune piste sérieuse. On ne sait toujours pas qui a violé les 3 pensionnaires de l'Aiglon Collège. Et voilà une sacrée épine dans le pied de la police cantonale vaudoise. Vous en êtes le porte-parole, Jean-Christophe Sautrel. Bonsoir à vous. Alors, on l'a vu, Aiglon Collège, c'est pas un établissement quelconque. Il y a du beau linge, les parents payent extrêmement cher pour confier leurs enfants à cet établissement. Est-ce que ce contexte un peu particulier a compliqué votre travail ? Dans une affaire comme celle-là, bien entendu que la pression médiatique, le fait qu'on ait un événement aussi grave dans une station des Alpes vaudoises qui est plutôt tranquille, où la police ne va pas souvent pour des affaires de ce type-là, tous ces éléments-là ont bien entendu joué un rôle et mis une pression assez forte sur les enquêteurs. De la même manière, lorsque nos 2 enquêteurs ont été invités à Berne pour rencontrer l'officier britannique chargé de la sécurité de la famille royale, qui est arrivé avec un dossier de presse phénoménal sur tout ce qui avait été dit autour de cette affaire en Angleterre, ça a aussi rajouté une pression supplémentaire sur les enquêteurs. Est-ce que le fait que l'agression se soit produite finalement à la veille, je crois, des vacances de Pâques, est-ce que c'est un hasard ? C'est probablement un hasard. Par contre, ça a été aussi une gêne supplémentaire pour les enquêteurs, puisque tous les élèves étaient prêts à partir pour 2 semaines de vacances. Tant les 3 victimes, dont les valises étaient faites, que l'ensemble des autres élèves, que les collaborateurs, tout le monde était prêt à partir en vacances. Et donc, on a eu très peu de temps pour procéder aux auditions des témoins, des victimes, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avant que tout ce monde parte en vacances de Pâques. Alors, vous l'avez entendu dans le reportage, un des responsables dit « Ouh là là, on l'a échappé belle, on avait peur que ce soit un prof, l'agresseur de ces 3 jeunes filles ». Est-ce que vous avez suivi des pistes à l'interne ?
Bien entendu, on n'a écarté aucune piste, et d'autant plus que dans les déclarations des victimes, elles décrivaient leur auteur comme étant une personne, un homme qui ressemblait très fortement à un des enseignants de l'école. Et grâce au travail d'enquête, grâce à l'analyse, grâce à l'ADN, justement, il a pu être immédiatement disculpé. Donc on n'a écarté aucune personne, tant à l'interne qu'à l'externe, que toutes les personnes qui avaient des contacts potentiels avec les victimes et avec l'établissement. Alors, vous évoquiez l'ADN. Effectivement, ça a été un nombre de prélèvements et d'analyses ADN faramineux. 170 personnes passées au crible. On a vraiment l'impression que dans cette affaire, vous mettez le paquet. C'est des moyens extrêmement importants. 2 enquêteurs qui ont travaillé à plein temps pendant une année sur cette affaire. Non seulement il y a eu tous les contrôles ADN, les contrôles techniques. On s'est rendu compte que les victimes, sur les 3 victimes, 2 avaient des téléphones portables. Elles avaient eu des contacts, des échanges par SMS et des conversations avec d'autres élèves, avec des proches. Donc là aussi, on a procédé à toute une série de contrôles rétroactifs sur les contacts, les personnes qui étaient entrées en contact avec ces victimes pour après pouvoir les disculper. On a aussi procédé à des analyses chimiques sur le trichloréthylène. On a essayé de faire la carte d'identité chimique du produit pour essayer de remonter à la fabrication, puis éventuellement à la distribution. On s'est rendu compte que c'était un produit extrêmement pur, plutôt utilisé dans des laboratoires. Et donc, malheureusement, on n'a pas pu aboutir. Mais il y a eu toute une série d'examens, de contrôles qui ont été faits. C'est plus d'une quarantaine de témoins qui ont été auditionnés par écrit dans cette affaire. C'est vraiment énorme. Hein. C'est un déploiement de moyens qui est absolument extraordinaire. Puis c'est vrai qu'il pose question. Alors, tant mieux que vous ayez fait tout ça. Et puis en même temps, on se dit, des viols, c'est affreux, ça arrive même régulièrement. En quoi cette affaire-ci était un peu plus particulière que les autres, pour qu'il y ait autant de moyens déployés? On est déjà dans un triple viol où, avec tous les éléments que nous avions en main à ce moment-là, on s'est rendu compte que, contrairement à ce qui se passe d'une manière plus générale, où souvent les agressions à caractère sexuel se passent entre familiers, entre proches, dans le cadre d'une dispute conjugale par exemple, là, on s'est assez vite rendu compte que l'auteur venait de l'extérieur et donc n'avait pas, apparemment en tout cas, de contact direct avec ses victimes, que ses victimes ne le connaissaient pas. Et donc face à un événement comme celui-là, pour nous, il était extrêmement important de déployer un maximum de force, de tout faire pour retrouver cet auteur. On pouvait même aller jusqu'à imaginer qu'on était face à un prédateur sexuel. Et puis malgré tout ça, l'enquête piétine, elle va piétiner encore pendant un petit moment. Le coup de théâtre va se produire 7 ans plus tard. Août 2007, 7 ans après l'agression de l'Aiglon College, une banale histoire de voyeurisme à Houlton va tout faire basculer. Depuis plusieurs mois, une jeune fille sans histoire est harcelée et suivie par un homme étrange. Voyait-il en moi une fille qu'il aurait perdue ou quelque chose comme ça? Ma fille me raconte qu'un homme l'aborde en lui déclinant son nom. À partir de ce moment-là, nous l'avons accompagnée à l'école, pour ses sorties. En fait, nous l'avons accompagnée un peu partout, mais cet homme n'est plus réapparu. Moi, j'ai dit à ma fille, si tu le revois, dis à cet homme qu'il te laisse tranquille, que sinon nous déposerons plainte contre inconnu. Mais quand il la revoit, l'homme lui dit « Je vais m'y prendre autrement ». Tania est terrorisée par cet inconnu et n'ose plus sortir de chez elle sans son père. Durant quelque temps, l'homme ne donne plus signe de vie. Tania pense que cette histoire est terminée, mais elle se trompe. Lorsqu'elle se rendait au volleyball, l'homme venait près du terrain et l'observait. Et à nouveau, elle me racontait l'incident. Alors j'ai décidé de me rendre au prochain entraînement et j'ai vu cet homme de mes propres yeux. L'homme se lève et se rend dans le vestiaire des filles. Otto Wolfisberg le suit et l'accoste. Je lui ai adressé la parole et je lui ai demandé ce qu'il cherchait là-bas. Il a tout nié et je lui ai dit « Moi et ma femme, on t'a vu ». Il se tenait près des poubelles. Moi, j'étais ici. Et quand je lui ai redit que je l'avais bien vu, il s'est enfui. Ancien hockeyeur, Otto Wolfisberg lui court après. Nous, on est venus de là. On a sauté par-dessus le portail, on est monté sur ce chemin et à la hauteur de la voiture, je l'ai attrapé et je l'ai plaqué au sol. Il s'est pas mal débattu. Il m'a mordu au torse et m'a frappé au visage.
Sa fille reconnaît l'homme qui la traque depuis des mois. La police arrive sur place, l'inconnu est arrêté, mais ne semble pas prendre cette arrestation au sérieux. En fait, il rigolait. Il affichait même une certaine arrogance. Il ne se rendait pas compte de ce qui lui arrivait. Le policier lui demande s'il a un problème. Et lui, il avoue qu'il est un voyeur. Il rigolait, il était arrogant. Et il restait sûr de lui. Quelques jours plus tard, il se rend au poste de police. Son agresseur est là, il a l'air négligé et sale, il est mal habillé et il est toujours très sûr de lui. La police demande si Otto Wolfisberg veut déposer plainte. Il hésite. Là, le policier m'explique que si je le fais, grâce à la police scientifique, on pourrait probablement le confondre et même prélever son ADN. Alors j'ai répondu OK, je dépose plainte pour lésion corporelle simple. Lorsque l'ADN parle quelques semaines plus tard, la police s'aperçoit qu'elle vient d'arrêter un des plus grands prédateurs sexuels de notre pays. Il s'appelle Ours B, il a 58 ans et c'est un récidiviste. Stupéfaction dans son quartier. J'ai eu du mal à y croire, c'est un truc de fou. C'était quelqu'un de tellement gentil. C'était quelqu'un qui était sympa, qui était poli. Je ne sais pas quoi dire de plus. Né en Argovie en 1949, Ours B est le 7e de 10 enfants. Il grandit dans un milieu modeste, son père est ouvrier dans une usine. C'est un homme sévère et parfois violent. Il exerçait un strict contrôle, en particulier sur les sœurs d'Ours B. Il a même parfois usé de violence envers ses sœurs. C'est quelque chose qui a très fortement marqué Ours B. Et il s'est, dans un certain sens, senti coupable du fait que ses sœurs étaient constamment punies pour tout ce qu'elles faisaient. Dans cette famille violente, Ours B se sent seul. Adolescent, il a peu de contact avec les filles. Il a peur de la violence de son père. Il se crée un monde pour assouvir ses fantasmes. Il aime regarder et il commence à espionner de très jeunes filles. Ce penchant voyeuriste qu'Ours B a développé était un moyen de gommer les expériences vécues dans son environnement familial. Dès le début, il a juré que pour lui, il ne s'agissait que de pouvoir regarder des poils pubiens. En fait, c'était ça qui constituait sa sexualité. Très vite, le voyeurisme ne lui suffit plus. Il met au point une méthode pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il utilise du trichloréthylène pour endormir ses victimes. Il était convaincu, dès lors que ses victimes étaient endormies et qu'elles ne se rendaient compte de rien, que personne ne leur poserait de questions dans leur entourage familial, puisqu'elles n'en étaient pas conscientes. Ainsi, ses victimes n'auraient pas à subir de punition, comme c'était le cas de ses propres sœurs. Dès la fin des années 60, Ours B a des problèmes avec la justice. En 1979, il est arrêté en Argovie. Il est condamné à 10 ans de prison pour viol répété et 52 cas de tentative de viol ou d'atteinte à la pudeur. Les victimes ont entre 9 et 16 ans. Après 7 ans de réclusion, il est relâché. On n'a pas ordonné d'internement, mais il en était question à l'époque. Manifestement, on a estimé qu'il ne représentait pas un danger suffisant pour la société pour que l'internement soit ordonné. Mais ça fait l'objet de discussions. Lorsqu'il sort de prison en 1986, Ours B change de vie. Il suit une psychothérapie, il se marie, voyage autour du monde et s'installe à Bienne, dans le Haut-Valais. Il suit une formation de cafetier et prend en gestion un restaurant. Mais sa vraie passion, c'est le théâtre amateur. Oui, dans le groupe, il ne s'est pas vraiment montré ouvert. Il vivait dans son propre monde. Il s'est toujours tenu en marge du groupe.
Comment dire, quand il était sur scène, ce n'était pas juste un petit prince frivole, mais c'était vraiment un roi qui avait du relief et qui avait du caractère. Il jouait bien son rôle. Au théâtre, il ne devait pas être ours B. Il pouvait s'abriter derrière un rôle, que ce soit un roi ou un mendiant ou encore un chanteur. Il pouvait se dissimuler et il ne devait pas s'affirmer en tant qu'ours B, l'ours B qui était confronté aux échecs de son existence. Début des années 2000, il déménage à Trimbach, dans un tranquille quartier résidentiel. Mais très vite, ses vieux démons refont surface. Il recommence à agresser des jeunes filles. Bon, Ours B a quand même été arrêté, Jean-Christophe Sautrel, mais on a un peu l'impression que cette arrestation est due au hasard. Quand tout a été mis en œuvre pour essayer de retrouver, d'identifier l'auteur d'une infraction et que malgré cela on n'y arrive pas, il faut parfois aussi un petit peu de chance. Mais en même temps, si les policiers à Soleroy n'avaient pas eu le réflexe d'aller jusqu'à trouver un élément leur permettant de prélever l'ADN de Ours B pour l'introduire dans la base de données nationale, on n'aurait pas identifié à ce moment-là l'auteur de ce triple viol de Villars. Et donc là, il y a aussi cette bonne appréciation du policier qui a pris la bonne décision au bon moment sur la base des auditions et s'est rendu compte qu'il avait affaire pas seulement à un voyeur, mais qu'il avait affaire à quelqu'un qui potentiellement avait pu commettre d'autres choses beaucoup plus graves. Et puis ce sont aussi des techniques d'interrogatoire qui ont permis de, j'allais dire, de dérouler la pelote. Hein. Une fois que les Solerois nous ont transmis cette information, les policiers vaudois se sont rendus au domicile d'Ours B pour l'interpeller, pour faire une perquisition. C'est là notamment qu'au domicile d'Ours B, l'enquêteur de l'époque a retrouvé une photo de l'auteur à la même période. Et c'était la copie conforme du portrait robot qu'avaient donné les victimes, notamment le fameux professeur qui avait été disculpé à l'époque. Donc elles avaient bien décrit leur agresseur. La description était parfaite, c'était pas la bonne personne, c'était pas le professeur, c'était Ours B. Ouais. Et puis lors de l'audition, dans ce genre de situation, c'est toujours extrêmement difficile pour le policier de trouver la manière d'entrer en contact avec un individu qui a commis des choses atroces sans le juger. Et puis là, le policier a eu l'idée de lui poser la question si, il y a quelques années, vous n'avez pas perdu un bonnet dans le canton de Vaud. Et c'est cet élément-là qui a permis à Ours B d'expliquer presque tout ce qui s'était passé, de dire qu'il était venu à Villars et qu'il était rentré dans la chambre des filles. Ça a été en quelque sorte les mots déclencheurs, parce que finalement, si l'enquêteur avait dit « Est-ce que vous avez agressé des jeunes filles à Villars ?» il aurait dit non. Probablement que ça l'aurait complètement bloqué, comme on l'a vu par la suite dans le cadre du procès. Mais là, en l'occurrence, il fallait trouver cet élément pour le mettre en confiance, pour l'amener à expliquer ce qu'il avait fait. Et c'est cet élément-là qui a été l'élément déclencheur. Pourquoi, Jean-Christophe Sautrel, on ne prélève pas l'ADN des voyeurs ? La prise d'ADN, selon le Code de procédure pénale, ne peut être effectuée que pour des crimes ou délits et pas pour le simple fait d'observer des fillettes, même si c'est déjà quelque chose que pour les victimes qui est grave. Ouais. Mais il y a cette gradation qui est voulue. La prise du profil ADN d'une personne est une mesure extrêmement intrusive. Et donc là, il y a une volonté, une gradation qui a été voulue par le législateur. En tout cas, le voyeurisme n'est pas quelque chose d'anodin. On va y voir plus clair du côté de Pierre Clivat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes psychologue. Vous êtes surtout spécialiste en psychologie légale. Alors c'est sur vous qu'on compte pour nous dire ce qu'est le voyeurisme. Alors ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le voyeurisme est quelque chose qui est relativement fréquent, mais qui défraie peu la chronique, étant donné son aspect a priori inoffensif, et parce que généralement le voyeur ne va pas plus loin que dans le fait de regarder, ce qui fait qu'on n'a, pour ainsi dire, pas grand-chose à craindre de lui. Après, si on se place du point de vue des classifications internationales, des manuels des troubles mentaux qui sont édités par l'OMS, le voyeurisme est considéré comme une déviance sexuelle. Il s'agit donc d'un trouble mental. Qui est une forme de perversion ? Alors, du point de vue psychologique, effectivement, le voyeurisme est considéré comme une perversion. Une perversion, c'est une déviation de la sexualité
caractérisé par la recherche de l'obtention du plaisir par une voie autre que celle de la sexualité dite normale. La sexualité est perverse dès l'instant où l'attrait pour l'objet pervers prend toute la place. On parle alors de fixation. On l'a vu dans le cas d'Ours B, et je m'empresse de dire, Monsieur Kliva, que vous ne connaissez pas cette affaire, vous n'avez pas rencontré Ours B. On voit qu'il démarre sa carrière d'agresseur, disons comme ça, comme voyeur, mais effectivement il devient violeur. Comment on peut expliquer ce passage ? Alors évidemment, il n'y a pas d'explication universelle, hein. Ça va dépendre du profil de chaque personne, du profil psychologique de chaque personne. Pour certains, l'acte de voyeurisme va faire office de soupape et empêcher le passage à un acte plus grave, alors que pour d'autres, ça va faciliter, ça va constituer un accélérateur vers un passage à l'acte. Ours B est amateur, si je puis dire, de poils pubiens. Qu'est-ce que ça peut signifier? Quel sens est-ce que ça a? Alors, dans la sexualité humaine, l'objet du désir peut prendre n'importe quelle forme. Là, en l'occurrence, chez ce monsieur, c'est le poil pubien qui fait office d'objet d'excitation. C'est donc la manifestation de l'aspect fétichiste de la perversion. Autre chose qui paraît intéressant à être relevé dans cette situation, on a vu que Ours B se défend d'être un pédophile à plusieurs reprises. Oui. Et peut-être que dans sa logique interne, dans la représentation qu'il a du monde, le fait de s'intéresser au poil pubien lui laisse croire qu'il n'a aucun intérêt pour ce type d'acte sexuel. Alors on l'a vu, une fois arrêté, Ours B va devenir le suspect numéro 1 dans toute une série de crimes sexuels. C'est ce que nous expliquent Muriel Siki et Wilfred Rebeté. Ours B n'a peur de rien et prend tous les risques pour satisfaire ses pulsions sexuelles. Il commet ses crimes toujours de nuit et toujours avec son trichloréthylène. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1996, il pénètre dans un camp de vacances à Fiche en Valais. Il entre dans une des chambres où dorment 5 filles âgées de 13 à 14 ans. Le matin, les filles encore endormies sont réveillées brusquement par la maîtresse. Elles s'aperçoivent que leurs pyjamas et leurs culottes ont été découpés. Moi, j'ai immédiatement sauté du lit. Et à ce moment-là, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose de bizarre. J'ai senti de l'air froid entre mes jambes, pourtant je portais une culotte et un pyjama. Et c'est là que j'ai remarqué avec ma main qu'il n'y avait plus rien. En fait, c'était une grosse partie de tissu qui avait été découpée. Là, j'ai tout de suite crié qu'il m'était arrivé quelque chose. Préoccupée par l'horaire, la maîtresse suggère que c'est probablement une plaisanterie des garçons. Les filles s'habillent et partent en excursion. Patricia n'est pas bien. Ça m'a bouleversée. Quelqu'un m'a fait quelque chose pendant que je dormais. Dans cette situation où j'étais complètement vulnérable, un inconnu s'est approché de moi, il a touché mes parties les plus intimes et il a fait quelque chose contre laquelle j'étais sans défense. J'ai commencé à pleurer, je tremblais. J'aurais souhaité qu'on s'arrête n'importe où pour que je puisse téléphoner à ma mère. Je ne sais pas ce qui est arrivé cette nuit-là. La seule certitude, c'est que quelqu'un a violé mon intimité alors que j'étais sans défense. Patricia parvient enfin à appeler sa mère. L'adolescente est entendue par la police, mais ne subit pas d'examen gynécologique. Son pyjama et sa culotte sont séquestrés et transmis à la police scientifique. On ne trouvera aucun ADN sur ses vêtements, ni sur ceux de ses camarades. Quand Patricia rentre chez elle, elle ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé, ni qui l'a agressée. La police décide de placer des caméras de surveillance dans le camp de vacances. Pour la première fois, nous diffusons ces images. Cette scène se déroule 6 mois après l'agression de Patricia. On voit un homme pénétrer dans le bâtiment à 4 heures du matin. L'image est floue et la police n'arrive pas à identifier l'intrus. J'ai vu l'homme qui rentrait dans ma chambre, dans l'autre chambre plutôt. Et puis, qu'est-ce que tu as pensé? C'était un prof qui venait surveiller. Puis en fait, c'était un homme qui venait voir les filles. Ça t'a fait peur? Comment tu as réagi? Sur le coup, non, mais après, oui. Il était très
prudent, tant au niveau de sa méthode pour s'introduire dans les bâtiments, pour poser le produit qui plongeait dans le sommeil les enfants, tout autant que pour repartir en effaçant un maximum de traces. Entre 1994 et 1997, Ours B a agressé une trentaine de jeunes filles dans le camp de Fiche. Toujours dans les années 90, une autre victime est plus sauvagement attaquée. Ours B est accusé de l'avoir violée à 2 reprises, un viol qu'il a toujours nié. Autre lieu, autre crime, en 1998, Ours B entre 2 fois dans une maison du Bas-Valais. Au milieu de la nuit, ma fille de 14 ans se lève, vient me chercher dans la chambre et me dit que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre. Alors évidemment que moi, sur le moment, je lui dis qu'elle a certainement fait un cauchemar. Quelque temps plus tard, elle refait exactement la même chose, elle se lève, elle vient me chercher. Mais seulement cette fois, il y a une drôle d'odeur, une odeur de je ne sais quel produit. Et puis elle me dit de nouveau la même chose, qu'il y a une personne qui s'est introduite dans sa chambre, un homme, qui lui a caressé le visage, qui lui a caressé les cheveux, etc. Donc évidemment qu'à ce moment-là, on s'est inquiété quand même. Et on a appelé donc la police pour qu'elle vienne. La police prend l'affaire très au sérieux, car Ours B a déjà sévi dans plusieurs autres maisons. On a pris des mesures exceptionnelles aussi, jusqu'au point que l'on a eu des collègues qui ont dormi à proximité, ou voire même dans des appartements de victimes pour essayer d'interpeller l'auteur. Le 8 mars 2001, Ours B rentre dans une colonie de vacances à Ovrona. Une quarantaine d'enfants y séjournent. Il est 1h du matin. Il est surpris dans le corridor par une des maîtresses. Une fois de plus, il arrive à s'échapper. C'est cette porte-là qui a été ouverte plusieurs fois, puis où une maîtresse s'est énervée, passée porte s'ouvrait, puis le type est parti par là. Avant de s'enfuir, Ours B est entré dans une des chambres et a tenté d'agresser une fillette de 10 ans. Au final, il est accusé d'avoir agressé 51 jeunes femmes âgées de moins de 16 ans. Il a sévi en toute impunité jusqu'en 2007, lorsqu'il est enfin arrêté. Alors celui-là, il vous a fait cavaler, hein, Jean-Marie Bornet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de la police cantonale valaisanne. Comment Ours B a pu sévir aussi longtemps, bouger autant, sans être inquiété? Bien, vous l'avez résumé en indiquant sa mobilité, le fait de ne pas s'ancrer dans un secteur donné, le fait d'être discret, d'être malheureusement malin, le fait de ne pas laisser de traces, puisque par exemple à Fièche, ça n'est pas le nombre de vêtements par exemple qui manquaient pour les expertises, mais on était aussi à une époque où c'était les prémices de l'ADN. On était avant l'année 2000 qui a vu l'introduction de l'ordonnance réglant l'application de l'ADN. Donc il y a eu quantité d'objets qui ont été transmis et aucune trace d'ADN à exploiter, ce qui n'aurait pas changé grand-chose, puisque finalement la clé du succès, c'est effectivement cet acte citoyen de ce papa Soleroy qui a interpellé ce malfrat, ce criminel, et puis 2, la police soleroise, comme l'a relevé mon collègue Sautrel, qui a eu ce réflexe de presque provoquer la plainte permettant d'arriver à ce test ADN. Mais les efforts ont été faits. Au Feriendorf à Fiège, par exemple, on a placé les caméras, comme ça a été relevé dans votre sujet, mais c'était encore la technologie VHS, donc pas grand-chose à exploiter. On était présents, on a des gens qui sont restés sur le site, alors que c'était une durée de mois et d'années durant lesquelles il y avait quelques agressions. Donc pas simple pour nous. Une satisfaction et effectivement vraiment un soulagement lorsqu'on a l'information des Vaudois qui nous signalent le hit, comme on l'appelle, donc la reconnaissance de l'ADN par rapport à l'interpellation soleroise. Je crois qu'au milieu des années 90, il y a une autre affaire qui brouille un petit peu les pistes. Oui, alors en 98-99, on a donc Ours B qui agit dans le Valais central. Donc à ce moment-là, on ne savait pas bien sûr que c'était lui. Et on avait un épisode qui est malheureusement toujours pas élucidé, mais dont l'auteur ne réagit plus, du moins, dont on a l'ADN, c'était le violeur à la cagoule.
une personne qui a violé plusieurs femmes dans la région de Sion, ce qui fait que notre effectif a été boosté en termes de services de nuit. On a eu justement des enquêteurs, des inspecteurs de la PJ qui sont restés au domicile pour veiller. On pourrait se poser la question d'un parallèle entre ces deux affaires. On a même des agents de police qui ont, si j'ose me permettre d'utiliser ce terme, joué l'appât. En toute sécurité, avec nos groupes d'intervention et autres, pour essayer de l'attraper, de l'arrêter, et puis ça n'a pas marché. Donc on était à un moment de tension énorme. Tout à l'heure, mon collègue Sauterelle parlait de 170 tests d'ADN dans le cadre de l'affaire sur le côté vaudois, ce qui est énorme. Dans le cadre du violeur à la cagoule, on a pu exclure 1572 personnes par test ADN. Donc on est en plus avec une implication, on est allé jusqu'aux États-Unis pour consulter des profilers. Donc tout a été fait pour essayer d'élucider ces deux affaires au plus vite. Parce qu'une affaire de mœurs, une affaire criminelle, pour toutes les polices du monde qui s'engagent dans le but de la justice et de protéger les concitoyennes et concitoyens, eh bien évidemment que c'est une priorité et qu'on met tous les moyens là-dessus. Donc c'était juste énorme. Et je crois que toutes les polices l'appliquent de la sorte. C'est l'effort principal pour neutraliser des prédateurs de ce genre. Alors on le voit bien, hein, vous avez cavalé comme des fous, vous avez travaillé dans tous les sens, le mieux possible. N'empêche qu'au bout du compte, il y a 51 victimes. Votre cliente était l'une d'elles, une victime de Ours B. Bonsoir, Maître Pillou, Béatrice Pillou. Vous êtes donc le conseil de Patricia. La première fois que vous la rencontrez, qu'est-ce qui vous frappe chez elle? J'ai face à moi une jeune fille qui est une battante. Elle est déterminée, elle veut voir Ours B, elle veut voir son agresseur, elle veut l'entendre. Elle a vraiment un grand besoin d'aller de l'avant et d'être confrontée à lui. J'ai trouvé très frappant, en regardant le reportage, à quel point c'est difficile d'entendre la parole de l'enfant. Dans le cas de Patricia, les personnes qui encadrent la colonie de vacances, lorsqu'elle se montre avec son pantalon découpé, etc., lui disent « non mais c'est rien, ne t'inquiète pas ». La petite fille qui est agressée, la petite adolescente qui est agressée chez elle à 2 reprises, au départ n'est pas entendue par ses parents. Comment est-ce que vous expliquez que l'adulte ait autant de difficultés à réagir d'emblée, j'allais dire? C'est difficile déjà d'une part de croire que quelque chose comme ça ait pu se produire. Raison pour laquelle vous imaginez aussi que ça vient de la bouche d'un enfant. C'est vrai, on a tendance à ne pas croire ce que disent les enfants, ce qui est d'ailleurs fort regrettable. Dans le cas de Patricia, où ça a été extrêmement, je trouve, incompréhensible, l'attitude tant du personnel enseignant que du camp, c'est que vraiment Patricia a dû se battre pour être entendue par la police. Il faut savoir que Patricia était la 20e victime de Ours B dans le cadre de ce camp. Et elle a quand même dû se battre. On entend sur le reportage elle était dans le car, elle a voulu s'arrêter, elle avait besoin de téléphoner à sa maman, elle avait besoin d'en faire part à quelqu'un. Elle n'a malheureusement pas pu, ce qui est extrêmement regrettable. Enfin, finalement, Ours B va quand même être jugé. Les victimes nombreuses sont d'autant plus intéressées par ce procès que beaucoup d'entre elles ne savent pas ce qu'elles ont subi. Le procès d'Ours B a lieu le 27 juin 2011 à Brigue. Sur les 51 victimes, seules 2 sont représentées par un avocat, dont Patricia. Le procès est ouvert au public. Les victimes ne sont plus des adolescentes, ce sont des femmes. Elles espèrent trouver des réponses. C'est la première fois que Patricia voit Ours B. Lorsqu'il a fait son apparition dans la salle du tribunal, c'était déjà quelque chose de très spécial pour moi. Il était plus petit que ce que je m'étais imaginé, plus âgé que ce que je m'étais imaginé. Mais tout ça était très bizarre, parce qu'en même temps, j'éprouvais de la compassion pour lui, en pensant qu'il devait avoir tellement de problèmes. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce type ? Pour moi, c'était quand même très étrange de se rendre compte que ce type avait pu s'approcher tout près de moi il y a tant d'années. J'avais presque oublié. On découvre un homme qui est d'un certain âge,
qui a les cheveux au poivre et sel, avec une petite queue de cheval. Il est plutôt mou et d'une attitude peu digne. Il est peu respectueux. Il ne nous regarde pas. Il regarde le sol. Il rentre, il s'assied, sans même jeter un coup d'œil au reste de la salle. On a l'impression qu'il est assez éloigné de tout ça, en fait. Il faisait à nouveau preuve d'arrogance avec son éternel petit sourire. Pour moi, c'était en fait une atmosphère extrêmement triste, surtout lorsque je voyais certaines victimes et lorsque je pensais à ce qu'elles avaient subi. Non, ce n'était vraiment pas une situation agréable. On sent tout d'un coup l'ambiance qui devient extrêmement lourde, extrêmement pesante. Et à ce moment-là, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai dû reprendre un moment mes esprits, tellement qu'on a ressenti le poids de tous les actes qu'il avait commis, qui sont arrivés en même temps que lui dans cette salle du tribunal. Il y avait beaucoup de monde, mais il était difficile de dire clairement si c'était des victimes ou des représentants des médias. Mais en tout cas, la salle était complètement remplie. Et Urs B a immédiatement eu l'impression que tout le monde allait se liguer contre lui. Il s'est tout de suite senti mal à l'aise dans cette salle. Et il croyait qu'il était seul contre tous. À la fin de cette séance, Urs B s'est retourné, m'a regardé et il a déclaré qu'il avait honte et qu'il s'excusait. Pour moi, c'était un moment hyper important. C'était évidemment toujours étrange de le voir, mais pour moi, c'était la conclusion de cette histoire. Urs B ne donnera pas d'explication ni de détails sur ses nombreux crimes. Il sort du procès fâché. Il est condamné à 13 ans de réclusion. À sa manière, Urs B était furieux. Pas en raison de la peine prononcée, car il s'attendait bien évidemment à une condamnation, mais plutôt parce qu'il était convaincu que les juges n'avaient pas tenu compte de sa propre vision des choses. Et que ces mêmes juges n'avaient pas suffisamment respecté sa personne, sa dignité. Depuis, Urs B a fait recours. Sa peine a été réduite à 11 ans de réclusion. Alors, 11 ans de réclusion cette fois-ci. Urs B avait déjà écopé de 7 ans auparavant. Du moment que ce type d'agresseur nie les viols, ce qui est le cas, hein, ni la souffrance des victimes, quel est le sens d'un procès pour lui ? Alors oui, j'entends bien la déception du public, la déception des victimes dans ce genre de procès où on s'attend à des aveux, à des excuses, et là on se retrouve avec quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, qui n'a pas accès à l'idée de responsabilité ni de culpabilité. Un procès reste néanmoins nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour les victimes ont le droit d'être entendues, et c'est souvent à partir d'un procès qu'elles peuvent commencer à se reconstruire. Deuxième raison, pour ce genre d'individu qui n'a pas vraiment de frein interne, il est nécessaire de mettre à la place un frein externe, tout simplement représenté par la loi. Il est nécessaire de confronter ce genre d'individu à la loi. Et enfin, c'est aussi un choix de société, tout simplement, de ne pas exclure ce type d'individu de la communauté humaine, donc de lui faire un procès. Si on se passait d'un procès, la société reproduirait sur lui la violence qu'elle est elle-même censée endiguer, tout simplement. Maître Pillou, Pierre Clivat l'a dit, hein, pour les victimes, effectivement, alors le procès, il est capital. C'est essentiel parce que c'est vraiment le moment où la victime a enfin une position de force face à son agresseur qui, lui, a une position qui est quand même autrement plus faible vu qu'il se retrouve face à ses responsabilités et face à ses agissements. C'est aussi un élément essentiel dans la reconstruction, comme l'a dit M. Clivat, pour la victime. Comment se fait-il, alors qu'il y a tellement de victimes dans le cas de Urs B, qu'il n'y en ait eu que 2 qui soient représentés par des avocats ? Il
faut voir que les faits se sont déroulés en 1996, le procès en 2011, donc il y a énormément de temps qui s'est écoulé entre ces deux périodes. Durant toute cette période-là, il y a un certain nombre de victimes qui ont n'ont pas eu besoin en fait de participer à la procédure, en plus se reconstruire autrement. Toute la procédure aussi n'a pas été portée à la connaissance des victimes. Les victimes ne savaient pas tout ce qui était fait par la police derrière tout ça. Mais comment c'est possible ça? C'était pas prévu à ce moment-là par le code de procédure pénale. Aujourd'hui, ça a changé. Exactement. Hein. Ce qui est le cas à l'heure actuelle où on voit les victimes sont vraiment associées à la procédure. Elles peuvent vraiment prendre parti. Et les procureurs, comme la police d'ailleurs, à l'heure actuelle, on participe vraiment beaucoup au niveau des victimes, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Là, Patricia, elle avait besoin, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une combattante, hein, donc elle avait vraiment besoin d'aller jusqu'au bout du processus et elle avait besoin d'avoir un porte-parole en fait durant ce procès, tâche que j'ai assumée avec un grand plaisir. Vous êtes une femme assez étonnante, Maître Pillou, parce que aujourd'hui on vous accueille en qualité de conseil de Patricia, qui est une victime d'agresseurs sexuels, et puis par ailleurs vous défendez aussi des agresseurs sexuels, notamment je crois actuellement un pédophile. Comment vous faites le passage de la victime au bourreau et vice-versa? C'est pas la même chose. L'agresseur, lorsque vous le défendez, vous le conseillez dans sa vie de tous les jours, vous le conseillez dans le cadre de la procédure. L'objectif en tant qu'avocat qui défend un agresseur est d'arriver pour son client à une condamnation qui soit la plus juste pour lui. L'agresseur, quant à lui, a aussi une peine. Ça reste un être humain, ça reste quelqu'un qui est doté de souffrance. Et cette souffrance-là, vous ne la prenez pas sur vous. Ce qui n'est pas le cas d'une victime. Lorsque vous défendez une victime, la victime, vous avez vraiment envie de la ressortir de là, vous avez envie de l'aider. Donc, surtout en tant qu'adulte, ce qui veut dire que vous voulez reprendre sur vos épaules toute la souffrance qu'elle porte sur elle à la suite de ses agissements, raison pour laquelle c'est en fait psychologiquement aussi un peu plus compliqué à gérer de représenter une victime qu'un agresseur. Mais c'est deux manières de voir qui sont totalement différentes. Revenons à Ours B stricto sensu. Est-ce qu'il va ressortir? Ça, c'est quand même la question épineuse et très d'actualité. Alors, j'aimerais bien rassurer tout le monde. Ours B, tant qu'il est malade, ne ressortira pas. Ours B a été condamné à 11 ans et 8 mois d'emprisonnement. Il a également été astreint à une mesure. Et cette mesure est l'internement. La mesure, il ne sera pas libéré de cette mesure tant qu'on n'arrivera pas à la conclusion qu'il ne récidivera pas. Si il y a toujours un risque de récidive, il restera en mesure thérapeutique, en internement. Donc il ne sera pas libre tant qu'il n'est pas guéri. Donc vous voulez dire qu'il doit régulièrement passer entre les mains d'experts en effet, qui évaluent sa dangerosité, son potentiel de récidive, etc. Exactement, c'est ça. D'accord. Avec la marge d'erreur que l'on connaît, et voilà. La justice est humaine, les experts le sont aussi. On ne peut pas exclure qu'il n'y ait aucun risque de récidive au moment où un agresseur tel que Ours B est mis en liberté. Effectivement. Alors c'est la deuxième fois qu'Ours B se retrouve en prison. Il a fait, on vous l'a dit, une longue liste de victimes. Et ce qui est difficile après, pour les victimes et bien souvent pour leurs familles, c'est de se reconstruire, comme nous l'expliquent Muriel Siki et Wilfred Rebeté. Pour certaines victimes, comme Patricia, la reconstruction a été longue. Elle ne sait toujours pas ce que Ours B lui a fait cette fameuse nuit en 1996. Elle avait 13 ans à l'époque. Elle a même pensé qu'elle était enceinte. Je n'ai pas eu le courage d'en parler. J'ai simplement dit à ma mère que je n'avais pas eu mes règles. Mais ma maman a estimé que c'était normal à mon âge, que ce n'était pas toujours régulier. Tous les soirs, dans mon lit, je posais mes mains sur mon ventre et je priais pour cet enfant non désiré. Je le bénissais. Par exemple, si je devais prendre des médicaments pour autre chose, je ne les prenais pas si c'était marqué « déconseillé pour les femmes enceintes ». Ça a duré pendant des mois. Pendant des années, elle n'a pas pu dormir sans s'enfermer. Elle plaçait des obstacles et des alarmes pour être réveillée si quelqu'un entrait dans sa chambre. Otto Wolfisberg, le père d'une des victimes, a lui aussi mis du temps à se reconstruire.
Oui, j'ai été atteint psychologiquement. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu travailler. J'étais à la clinique de jour. Mais j'étais bien soutenu par mon entreprise. Et j'ai eu un soutien psychologique. Parce qu'en fait, cet homme était toujours là, planté devant moi, dans ma tête. Et c'était difficile. J'ai dû me reconstruire. Ça a été une période difficile. Urs B est incarcéré depuis son arrestation en 2007. Et pourtant, il continue à harceler ses victimes. Il m'a écrit une lettre de 7 pages envoyée depuis la prison de Sion. Et sur le moment, ça m'a à nouveau très fortement perturbé. J'ai dû reprendre des somnifères, tout est remonté à la surface quand j'ai reçu cette lettre. Dans sa lettre, il écrit qu'il est innocent, que quand je l'ai arrêté et plaqué, il dit que je lui ai brisé ses lunettes. Il m'accuse d'avoir cassé sa main, ce qui n'est pas du tout vrai. Et il annonce qu'il va faire recours jusqu'à la Cour européenne à Strasbourg. Il réclame une libération immédiate, étant donné qu'il est en prison à tort. Alors à Zone d'ombre, nous avons aussi reçu notre lettre de Urs B, aussi une très longue lettre puisqu'elle comporte 9 pages. En substance, Urs B dit avec force, alors la première chose, c'est que les juges valaisans n'ont pas la compétence scientifique pour juger des traces ADN qu'il aurait soi-disant laissées sur les lieux du crime. Et la deuxième chose qu'il dit vraiment, alors là avec une très grande force, c'est qu'il n'a rien à voir avec la terrible double agression que nous évoquions dans notre reportage. Voilà. Pierre Clivat, pourquoi est-ce que Urs B éprouve tellement le besoin de prendre la plume et d'écrire? Alors on a vu que pendant le procès, il estime ne pas avoir été entendu. On a affaire à quelqu'un qui se sent clairement lésé, même à certaines occasions victime, donc il a besoin d'exprimer son point de vue. C'est la revendication procédurière de quelqu'un qui estime être dans son droit, tout simplement. On a parfois l'image d'un homme qui est un peu seul au monde. Je voudrais quand même dire que Urs B a été marié, que ce couple n'a pas eu d'enfant. Aujourd'hui, ils sont divorcés, effectivement, le couple est divorcé, mais je crois savoir que sa femme continue à lui rendre visite extrêmement régulièrement à la prison, donc ce n'est pas un homme qui est totalement isolé. Si on considère maintenant les victimes, Maître Pillou, quelles sont généralement pour elles les étapes de la reconstruction? Un des premiers éléments qui est nécessaire à toute reconstruction, en tous les cas d'après ce que j'ai pu en voir, au travers des victimes que j'ai côtoyées, et le fait de pouvoir revivre ce dont on a été victime, mais avec la force d'un adulte, par exemple. Là, en l'espèce pour Patricia, ce qui aurait été important pour elle est d'obtenir l'information de la part de Urs B de ce dont elle a effectivement été victime, pour pouvoir, une fois qu'elle va mieux, revivre tout ça et avec beaucoup plus de force, avec éventuellement une force d'adulte, avec une famille autour, revivre et retravailler tout ça. Donc c'est une des étapes importantes. Une autre étape importante est bien entendu le procès, comme on l'a déjà dit. Et cette étape, par contre, Patricia a pu le vivre et je pense qu'elle l'a bien vécu. Comment elle va aujourd'hui, globalement? Patricia va bien. Je trouvais extraordinaire de voir comment est-ce qu'elle a évolué. Elle vous a expliqué dans le reportage tout ce qu'elle a dû faire pour se protéger suite à l'agression dont elle a été victime. Et à l'heure actuelle, je crois qu'on peut dire qu'elle va vraiment bien. D'accord. Jean-Christophe Sautrel, la police travaille en fait pour la justice essentiellement, pour qu'ensuite la justice puisse se prononcer. Est-ce que le travail de la police aide d'une certaine manière les victimes à se reconstruire ? C'est une part aussi importante du travail de la police. Il faut se rendre compte que dans ce genre d'affaires, souvent la victime a d'abord un contact avec le policier. C'est la première fois qu'elle peut expliquer ce qui s'est passé, qu'elle peut être reconnue comme victime. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les inspectrices et les inspecteurs des brigades mineurs et mœurs ont des formations très pointues dans l'audition des victimes d'agressions à caractère sexuel, justement pour ne pas orienter la victime, pour la reconnaître comme victime
Et je pense que dans une affaire comme celle d'Ours B, quand on a un auteur qui ne reconnaît pas, qui ne donne pas d'explication sur ce qu'il a réellement fait, le travail de la police est aussi essentiel pour que les victimes puissent savoir. Il n'y a rien de pire pour une victime que de ne pas savoir. Absolument. On arrive au terme de cette émission et on a, nous, alors très envie de savoir, Jean-Marie Bornet, c'est à vous que je pose cette question, si cette affaire ou une affaire similaire pourrait se reproduire. Malheureusement, oui. Et je pense que là, il faut peut-être cesser à être trop naïf et puis peut-être prendre le taureau par les cornes et décider de faire de l'intérêt public le principal intérêt avant l'intérêt particulier. J'entends bien que les experts définissent si la personne doit rester en internement ou pas, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention. Malheureusement, tous ces drames se succèdent liés à des prédateurs à caractère sexuel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Tout à l'heure, on parlait de voyeurisme. Le voyeurisme en soi, ça n'est pas une infraction. Par contre, pourquoi pas sur un cas de voyeurisme, nous autoriser, nous policiers, à pouvoir prélever l'ADN d'une personne pour voir si, d'aventure, elle serait recherchée par rapport à d'autres domaines. Ensuite, il y aura lieu pour nous, entre les polices, d'améliorer aussi, et puis peut-être avec un mot d'ordre ou une structure donnée par le politique fédéral, pour l'échange d'informations. Actuellement, il y a par exemple une base de données dans laquelle sont répertoriés tous les modus et puis bien sûr le nom des personnes concernées pour les criminels violents et puis les criminels qui justement qu'on peut qualifier de prédateurs sexuels. Mais tous les cantons ne sont pas dans cette base de données. Donc ça signifie qu'on doit aller faire toc toc, bonjour, est-ce que vous avez eu un modus de ce genre qui pourrait se rapprocher d'une autre? Donc là, il y a aussi cette amélioration. Et dernier point, si je puis me permettre aussi, c'est la base de données ADN. La base de données ADN, on a une exigence légale qui nous impose de retirer les données ADN des personnes. Par exemple, si l'on prend une personne qui a été punie pour une peine avec sursis, c'est la peine sursis plus 5 ans, et ensuite on doit effacer ces données. On les détruit, purement et simplement. On les détruit. On a la bonté de remettre les compteurs à zéro. Ouais. Alors que je pense que l'intérêt public, qui quelque part serait peut-être même une béquille par rapport à un prédateur, à un criminel, serait plutôt de dire, voilà, nous conservons ces données. Maintenant, une personne qui, par exemple, a été condamnée pour un viol, très souvent, c'est peut-être 3-4 ans. Si c'est 7 ans, j'en parlais avec Maître tout à l'heure, c'est déjà une exception de la prison ferme de 7 ans. Alors, la prison ferme, on efface les données quand on additionne les années de la prison ferme plus 20 ans. Donc, une personne qui aurait commis un viol à 20 ans, qui aurait eu 5 ans de prison ferme, à 45 ans, on efface les données. Alors, ça veut dire que s'il recommence à agir, nous, on repart de zéro dans le processus de l'enquête. Alors qu'on pourrait simplement bénéficier d'un hit ADN très rapidement et éviter ainsi des victimes. Et vous me disiez que à la police scientifique du canton du Valais, très souvent on voit repasser avec quelques années d'intervalle les mêmes ADN qu'il faut réanalyser en se disant, ben voilà, il est revenu au bercail. Quoi, exactement, c'est le constat. Je pense que Jean-Christophe Sauterelle pourrait dire la même chose, les autres polices la même chose. On a d'anciens clients qui reviennent chez nous, notamment pour des actes à connotation à caractère sexuel, qui avaient disparu de nos données sur finalement une certaine générosité. Mais je ne crois pas que le peuple souverain, à qui il appartient de décider de cela, soit en adéquation avec ce genre de faire. Donc il faut avoir une certaine rigueur. C'est clair qu'on travaille sur la réinsertion et tout, bien entendu. Mais ne soyons pas trop dupes et trop naïfs. En tout cas, les risques que vous évoquez ne concernent pas Ours B. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous tous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir suivi.